Des milliards sont dépensés en politique publique et des millions dans des programmes en entreprise, sans savoir si ça marche vraiment. Et si la plupart des décisions data que vous prenez étaient fausses? Prenons un exemple simple. Vous lancez une promotion, moins 50% pour les clients qui ont dépensé plus de 100 000 francs CFA, plus de 100 000 euros. Vos ventes explosent. Parfait. Mais voilà le problème. Est-ce que c'est vraiment dû à la promo ou juste vos meilleurs clients qui auraient acheté quand même? Ou pire, est-ce un effet saisonnier? En clair, vous ne savez pas. Et ça, c'est le problème central en data science. Corrélation différente de causalité. On l'a vu dans plusieurs vidéos ici. Et si vous vous trompez, vous optimisez des illusions, vous prenez des mauvaises décisions et vous perdez de l'argent. Heureusement, il existe une méthode ultra puissante pour répondre à cette question. Elle est utilisée par des meilleurs économistes dans le monde. Cette méthode s'appelle la régression sur discontinuité, ou encore en anglais, le Regression Discontinuity Design. Dans la suite de la vidéo, on va simplement en abréger RDD. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quand utiliser un RDD et quand ne pas l'utiliser, comment vérifier si votre analyse est valide, pourquoi le RDD ne marche que localement, comment choisir les fenêtres d'observation, comment lire vos résultats sans vous tromper et surtout, comment éviter les erreurs classiques. On va travailler sur des données réelles avec des vrais problèmes que personne ne vous explique en cours. Que vous soyez débutant ou déjà utilisateur du RDD, vous allez forcément apprendre quelque chose de super important. Alors, c'est parti. Pensez à liker, ça aide vraiment YouTube à montrer la vidéo à plus de gens. Cette vidéo est un peu différente des autres. L'objectif, c'est de vous donner assez d'outils pour pouvoir comprendre le RDD et surtout pouvoir l'utiliser. Et si certains points restent flous, je ferai des vidéos plus courtes pour creuser en fonction de vos questions en commentaire. Alors, c'est quoi l'intuition derrière le Sharp RDD ou alors le RDD strict? Revenons à notre exemple. Vous fixez un seuil de 100 euros de dépenses le mois dernier. En dessous de ces 100 euros, pas de promo. Et au-dessus, moins 50% de réduction. Et ce seuil, c'est exactement ce dont on a besoin pour faire une causalité propre, pour pouvoir déterminer l'effet de cette promotion. Pourquoi? Prenez deux clients. Le premier a dépensé 99 euros, donc pas de promo. Et le second, 100 euros, promotion, moins 50%. Ces deux personnes peuvent être extrêmement similaires, même type de comportement, même habitude, même profil global. La seule vraie différence, ce sont les 2 euros. Et pourtant, ces 2 euros changent tout. L'un reçoit la promo et l'autre non. C'est là que la magie opère. Si on compare uniquement des individus juste autour du seuil de 100 euros, on obtient quelque chose qui ressemble énormément à une expérience aléatoire. Pas parce qu'on a tiré au sort, mais parce que la règle crée une rupture nette, une rupture stricte. Ça veut dire tous ceux qui ont dépensé moins de 100 euros ne seront pas traités et tous ceux qui auront dépensé plus de 100 euros seront traités. C'est exactement ça le Sharp RDD ou alors le RDD strict. On exploite un seuil clair. Il n'y a pas des personnes qui ont dépensé plus de 100 euros qui ne seront pas traitées ou alors des personnes qui ont dépensé moins de 100 euros qui seront traitées. On compare dans les individus quasi identiques et ainsi on va pouvoir isoler l'effet causal de cette promotion. Mais pourquoi le Sharp? Parce que le seuil détermine parfaitement le traitement. On n'a aucune exception. Mais il arrive parfois dans la réalité que ce ne soit pas le cas. Lorsqu'on met en place une politique, certains n'en bénéficient pas alors qu'ils auraient dû. Là, c'est une autre méthode du RDD. On va l'appeler le RDD flou, ou alors le fuzzy RDD. C'est sûr, on va pouvoir l'expliquer ou l'explorer dans son entièreté dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va passer à un cas réel. On reste tout de même sur le Sharp RDD, sur le RDD strict. On va analyser une politique de santé au Rwanda avec de vraies données. Le format sera simple. Une nouvelle notion, un test sur les données. Au Rwanda, le gouvernement distribue gratuitement des moustiquaires, mais uniquement aux enfants de moins de 5 ans, donc de moins de 60 mois. 59 mois, l'enfant est éligible. À 61 mois, l'enfant n'est plus éligible. On a donc 2 enfants, l'un à 51 mois, l'autre à 61, qui sont
qui peuvent être extrêmement proches du point de vue de l'environnement, du contexte familial et du niveau de vulnérabilité sociale. La seule différence systématique qui peut apparaître là, ce serait l'accès au programme. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Une situation où le traitement change brutalement, mais où tout le reste varie de façon continue. C'est là on aura donc un cadre parfait pour un RDD strict. Pour résumer, le RDD strict repose sur 3 éléments clés. La running variable, ou alors une variable continue qui détermine le traitement. Ici, on a l'âge en mois. Le deuxième élément, c'est le cut-off, un seuil clair connu à l'avance. Ici, c'est 60 mois. Toutes les familles sont au courant. Et le troisième élément, c'est une règle stricte. Le traitement dépend uniquement du seuil. En dessous, l'individu est traité. Au-dessous, il est non traité, et ce, sans exception. Et surtout, cette règle est difficile à manipuler. On ne peut pas facilement changer l'âge de son enfant pour redevenir éligible. Voilà l'idée du RDD strict. Un seuil, une rupture nette et une comparaison locale entre individus très similaires. C'est ce qui permet de transformer une règle administrative en un outil de causalité. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez un seuil que vous pouvez utiliser un RDD. Dans la prochaine partie, on va voir exactement quand ça marche et surtout les erreurs qui peuvent complètement invalider votre analyse. Quand vous savez ce qu'est le SHAP RDD, la vraie question c'est: est-ce que ma situation s'y prête? Parce que cette méthode est puissante, mais elle n'est pas universelle. Et beaucoup de gens font l'erreur de vouloir l'appliquer partout. Le SHAP RDD s'applique chaque fois qu'il existe une règle explicite qui détermine qui reçoit un traitement basé sur une variable mesurable. Ce n'est pas vous qui décidez arbitrairement du seuil. La règle existe déjà. Elle est imposée, elle est connue. Quelques exemples concrets. En politique publique, un programme d'aide sociale qui cible les ménages dont le revenu est inférieur à un certain seuil. Ici, la running variable, c'est le revenu et le seuil ou alors le cut-off, c'est le plafond d'éligibilité. En santé, une vaccination gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. La running variable, c'est l'âge en mois et le seuil ou le cut-off, c'est 60 mois. En éducation, une bourse est accordée aux étudiants ayant obtenu plus de 12 suivant un examen d'entrée. La running variable, c'est la note et le cut-off ou le seuil, c'est 12. En business, une promotion accordée aux clients ayant dépassé plus de 100 euros, 100 000 francs CFA le mois dernier. La running variable, c'est le montant dépassé et le cut-off, c'est les 100 euros, les 100 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez le pattern? Dans tous ces cas, il y a une variable continue, un seuil fixe et une règle claire qui détermine le traitement. C'est la structure de base du SHAP RDD. Un RDD ne marche que si ces 3 conditions sont respectées. Si une seule échoue, vos résultats ne veulent rien dire. Condition numéro 1. Le seuil doit être exogène. Le cut-off doit être exogène. Autrement dit, il ne doit pas dépendre de vos données. Le seuil doit être fixé à l'avance par une règle, par une loi, par un programme, par une politique. Pas après avoir regardé vos résultats. Un exemple valide. Le gouvernement fixe la gratuité à 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est un standard médical. Voici un exemple problématique. Un manager regarde les données, voit que les bons employés sont au-dessus de 75 et décide de mettre un seuil là, genre en fonction de ce score-là. Là, vous avez un problème parce que le seuil dépend déjà du résultat. C'est donc circulaire. La condition numéro 2. Les individus ne doivent pas pouvoir manipuler leur position ou alors ne manipulent pas leur position. Si les gens peuvent se placer juste du bon côté du seuil, vous ne comparez plus les individus similaires. Imaginez que les parents savent que la moustiquaire est gratuite avant 60 mois et qu'ils peuvent déclarer un âge légèrement plus bas. Que va-t-il se passer?
Tous les ménages les plus informés, tous les ménages les plus organisés vont se retrouver juste en dessous du seuil. Et résultat, les deux groupes ne sont plus comparables. Votre RDD est biaisé. Et dans certains cas, il s'effondre complètement. La condition numéro 3, la running variable doit être continue. On doit pouvoir comparer les individus très proches du seuil sans saut artificiel. Donc, dans la vraie vie, avec les données, on retrouve souvent des sauts artificiels. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on se comporte lorsque on vérifie ces conditions et on ne trouve pas des données assez strictes ou alors on ne vérifie pas des hypothèses strictement. Comment est-ce qu'on se comporte? Si votre variable est très discrète, par exemple comme des notes entières, ça complique l'analyse, mais ce n'est pas impossible, mais ça demande des ajustements. C'est ce que nous allons faire. Dans notre cas, l'âge est en mois, il est quasi continu, mais pas complètement continu. On pourra faire des ajustements au fur et à mesure. Et maintenant, l'erreur que je vois partout, des gens qui disent « j'ai un seuil dont je peux faire un RDD ». Non, le seuil ne suffit pas. Je le répète. Il faut que le seuil détermine réellement un traitement, pas qu'il soit juste corrélé avec. Imaginez, la règle dit « moins de 60 mois, pas de moustiquaire ». Mais sur le terrain, les agents distribuent jusqu'à 7 ans. Alors quoi? Le seuil existe, mais il ne sert à rien. Vous ne pouvez pas utiliser un Sharp RDD, peut-être un fusil ou peut-être rien du tout. Pour résumer, vous êtes dans un bon cadre de Sharp RDD si le seuil est fixé de l'extérieur, personne ne peut manipuler sa position, la running variable est continue et si le seuil détermine vraiment le traitement. Une autre condition qu'on vérifie d'habitude de manière empirique, c'est que l'ensemble des autres variables, des covariables dans la base qui vont être utilisées sont continues. Si une de ces conditions saute, votre estimation n'est plus fiable. Maintenant qu'on a le cadre, on a la vraie question, on comprend. Maintenant, comment vérifier tout cela avec les données? Quel test faire? Quel graphique regarder? Et surtout, que faire quand une hypothèse ne tient pas? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant, première question fondamentale. Est-ce que la règle est vraiment appliquée? Parce qu'avant de mesurer un effet causal, il faut déjà vérifier que le traitement change réellement au seuil. Et ça, beaucoup de gens oublient de le faire. Ils voient une loi sur le papier et ils supposent automatiquement qu'elle est respectée dans les données. Mais en pratique, les agents peuvent contourner la règle ou simplement ne pas l'appliquer. Donc, dans notre cas, le Rwanda dit « moustiquaire gratuite avant 5 ans, très bien ». Mais est-ce qu'on observe vraiment ça dans les données? Regardez ce graphique. Sur l'axe horizontal, on a l'âge de l'enfant et sur l'axe vertical, la probabilité d'obtenir une moustiquaire gratuitement. Regardez ce qui se passe exactement à 60 mois. Avant le seuil, la probabilité d'en avoir est de 1 et après le seuil, la probabilité s'effondre, on passe brutalement à 0. Ça, c'est une vraie discontinuité. Pas une transition progressive, pas une tendance douce, une rupture nette. Et c'est exactement ce qu'on cherche dans un Sharp RDD ou un RDD strict. Ce graphique nous apprend 2 choses essentielles. Premièrement, la politique existe bien dans les données. Ce n'est pas juste une règle administrative écrite quelque part. On voit son effet correctement et concrètement. Deuxièmement, le seuil est appliqué de manière stricte. Les agents ne continuent pas discrètement à distribuer après 60 mois. Sinon, on verra une transition plutôt floue. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de faire un fuzzy design et vous verrez la différence. En RDD, ce graphique est souvent la première preuve de crédibilité. Retenez bien ça. Avant toute estimation, faites toujours ce graphique. Si vous ne voyez pas une rupture du traitement au niveau du cutoff, vous n'avez probablement pas un RDD strict. Peut-être vous aurez un fuzzy ou peut-être rien du tout. Deuxième hypothèse fondamentale du Sharp RDD ou du RDD strict. Et honnêtement, c'est probablement la plus dangereuse. Parce que si les individus manipulent leur position autour du seuil, toute votre stratégie causale s'effondre. Souvenez-vous, le RDD fonctionne parce qu'on compare les individus supposés quasi identiques autour du seuil. Mais cette logique casse immédiatement si les individus arrivent à se placer du bon côté du seuil. Dans notre exemple, imaginez que certains parents déclarent un âge légèrement plus faible pour continuer à recevoir les moustiquaires gratuitement. Que se passe-t-il alors? Les enfants juste en dessous de 60 mois ne sont plus comparables à ceux juste au-dessus. Parce que les plus informés, les plus stratégiques ou les mieux connectés se retrouvent artificiellement concentrés du bon côté. Et là, votre causalité est biaisée. Donc la vraie question devient, comment détecter une manipulation du seuil? L'idée est en fait extrêmement intuitive. Si personne ne manipule sa position, la distribution autour du cutoff doit être fluide,
continue, naturelle. Mais si les individus essayent de passer juste sous le seuil, vous allez voir apparaître une accumulation anormale, une bosse juste avant le cut-off et parfois un creux juste après, comme un embouteillage statistique. C'est exactement ce que teste le test de McCrary, ou plus précisément aujourd'hui, sa version beaucoup plus moderne, RD Density. Je ne vais pas entrer dans le code ici, sinon on casse complètement le rythme de la vidéo, mais je ferai une vidéo séparée avec le code complet, les diagnostics et l'implémentation pas à pas dans R. Et honnêtement, je vous montrerai aussi les limites des packages RDD actuels, parce que même si RD Robust et RD Density sont devenus des standards, il reste encore des comportements instables et des choix techniques discutables selon les cas. Regardez maintenant la distribution des âges autour du cut-off, autour du seuil. Les barres vertes représentent les données observées et les courbes rouges et noires sont des estimations locales de la densité de chaque côté du seuil. La question est simple. Est-ce qu'on observe une rupture brutale ou une rupture nette, tout simplement, à 60 mois? Ici, non, la transition reste à peu près fluide, pas de pic suspect juste avant le cut-off et pas de trop juste après. Parce que s'il y avait la manipulation ici, on devrait voir une masse haute avant 60 mois. Ce ne serait pas avantageux de manipuler pour se placer de l'autre côté du seuil, c'est-à-dire après 60 mois. Donc, c'est aussi important de savoir qu'est-ce que manipuler signifie en fonction de votre politique. Ça aurait été une autre politique. Manipuler pourrait signifier avoir une masse haute de l'autre côté du seuil. Donc, c'est aussi important de savoir cela. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. Et par la suite, on fait un test statistique pour confirmer cette intuition. La p-value est supérieure à 0,5. Autrement dit, on ne détecte pas de manipulation significative autour du seuil. Les données restent compatibles avec l'hypothèse de continuité. Et retenez bien ça. Dans un vrai travail RDD, ce test est quasiment obligatoire. Parce que si les individus manipulent leur position, votre identification causale ne tient plus. Et à ce moment-là, il faut revoir toute votre stratégie. Troisième hypothèse du RDD. Les groupes doivent être comparables autour du seuil. Autrement dit, les caractéristiques observables ne doivent pas présenter de saut au seuil. Dans notre cas, pas de rupture dans la variable sexe, dans la variable région, dans la variable richesse, dans la variable éducation de la maman. Sinon, vous ne comparez plus les individus similaires. Pour les variables catégorielles, on regarde simplement si leur proportion change brutalement au seuil. Par exemple, si on a la variable sexe, on peut regarder les proportions, la continuité dans la proportion des filles autour du seuil. Maintenant, 3 cas de figure peuvent se présenter à nous. Le cas 1. Ici, aucun saut n'est visible. Les deux groupes semblent équilibrés et c'est exactement ce qu'on veut voir. Là, il n'y a pas d'aménagement à faire. Le deuxième cas, c'est un cas très intéressant. Regardez ce deuxième cas. Visuellement, on pourrait croire à une discontinuité. Mais attention, en économétrie, on ne conclut pas complètement, surtout dans le RDD, avec des yeux. On teste aussi formellement. Les aménagements méritent une vidéo entière. Et par la suite, comment est-ce qu'on estime le résultat avec ce qu'on appelle les fenêtres d'observation, le noyau d'estimation, mérite également une vidéo pour ne pas alourdir les explications, pour que ce soit beaucoup plus clair. Comment on valide le résultat, comment on regarde que ces résultats sont robustes et surtout comment on interprète le résultat valide et robuste en fonction de la politique et comment est-ce qu'on fait des recommandations grâce à cela. Je pense que chacune de ces sections mérite une vidéo pour que ce soit plus clair et accessible à tout le monde. Donc, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Au lieu de faire directement le fuzzy design ou le design flow ou le RDD flow, je pense qu'il est important que je puisse regarder ou entrer en profondeur dans ces différentes parties, notant que ces différentes parties seront les mêmes que dans le RDD Flow ou alors le Fuzzy RDD. Laissez un commentaire, ça permet à YouTube de partager la vidéo et ce qui permettra à la chaîne de grandir. À bientôt.